Vous avez été chargé d'une mission sur l'intégrité scientifique. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Alors c'est une mission qui était particulièrement intéressante parce qu'elle m'a été confiée un an après que la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche a été signée par la conférence des présidents de l'université et un certain nombre de grands organismes de recherche comme le CNRS et l'INSERM. Et ce qui m'a été demandé de faire, c'est un état des lieux, de voir où on en était un an après cette signature, et ensuite de voir quelles étaient les mesures que l'on pourrait proposer pour améliorer, je dirais, le traitement de l'intégrité scientifique. Quelles sont les principales mesures proposées dans votre rapport? La liste des mesures à prendre, à mon avis, est assez longue, parce que nous partons d'assez loin par rapport à ce qui existe déjà aux États-Unis et en Europe. Je pense par exemple que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a des manquements graves à l'intégrité scientifique qui sont la fraude, la falsification, le plagiat. Mais quand on va dans le détail et qu'on voit les petites erreurs, les petits manquements à l'intégrité scientifique, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut d'abord faire un répertoire de ces fautes, de façon à avoir un traitement qui soit, je dirais, équitable de ces manquements, de ces méconduites. Et donc, il y a déjà là un premier travail de réflexion. Ensuite, il faut essayer de prévenir. Je suis médecin, donc prévenir, c'est mieux que guérir. Prévenir, en l'occurrence, c'est d'avoir une formation qui soit solide, à tout niveau. Bien sûr, les étudiants, on pense toujours à eux, mais aussi ceux qui les encadrent, et l'exemplarité est essentielle. J'ajoute enfin qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire pour les chefs d'établissement. Ils doivent conduire dans leurs établissements, ils sont responsables, une conduite, je dirais, qui soit impeccable, exemplaire, et mettre en œuvre, je dirais, tous les outils pour que l'intégrité scientifique soit une préoccupation à tout niveau. J'ajoute enfin que c'est un sujet qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît et que donc il serait utile, d'une part, qu'il y ait un référent intégrité scientifique dans chaque grand établissement de recherche ou chaque université, et que d'autre part, il puisse y avoir une structure nationale, transversale, qui soit capable, je dirais, de faire le recensement des méconduites scientifiques au cours de l'année, de proposer des outils de formation de façon à les mutualiser, qu'il y ait une certaine homogénéité, je dirais, dans le type de formation que l'on peut souhaiter au niveau de chaque université. Et puis, il peut y avoir là, avec cette structure nationale, en quelque sorte une structure de référence pour donner des conseils, des avis. Tout cela est très utile. Et voilà donc ce à quoi je m'attache aujourd'hui, puisque un rapport a été rendu. Le rapport, je crois, a été bien reçu par la communauté scientifique. C'est vraiment important. On ne peut pas faire ça sans avoir le soutien de la communauté. L'étape qui vient tout naturellement maintenant, eh bien, c'est de mettre en œuvre ces recommandations. La préoccupation semble forte pour les responsables. Qu'en est-il de la communauté elle-même? C'est une question difficile que de savoir si la base et le sommet résonnent de la même manière au même moment sur la grande question de l'intégrité scientifique. Je dirais que le sommet, on va commencer par le top, le sommet. Le sommet est préoccupé parce que les journalistes, eux, s'intéressent aux méconduites scientifiques, aux cas spectaculaires, aux histoires de chasse, comme nous disons dans notre métier de médecin. C'est-à-dire, je dirais malheureusement, les cas les plus spectaculaires qui font que leur établissement risque de pâtir d'une grave inconduite, qu'il s'agisse de fraude, de falsification ou de plagiat. Ça, c'est le côté du top. C'est-à-dire que vraiment, ils sont quand même mis devant la nécessité de traiter cela de façon rapide, efficace et de façon aussi objective et impartiale que possible. Alors, la base, je dirais, est préoccupée d'une chose, c'est de trouver un emploi, c'est de publier, c'est de trouver des fonds de recherche. Et la base, c'est très bien, elle le sait très bien,
qu'il peut y avoir une tentation de modifier telle, je dirais, figure ou présentation des résultats, telle lecture de la littérature, de façon à l'arranger en fonction des résultats que le chercheur aura pu trouver. Et donc, savoir comment, si je puis dire, traiter cette difficulté d'être rigoureux et honnête en regard d'une pression énorme qui lui est imposée par un système, je dirais, économique dur à l'heure actuelle, ça c'est une préoccupation. Alors ça ne répond pas directement à la question de l'intégrité scientifique, mais je pense que la base est parfaitement consciente qu'un certain nombre de chercheurs peuvent avoir cette tentation et qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans cette tentation. Je pense que les avertir, leur dire que c'est quelque chose qui est, je dirais, à discuter, qui est courant, qu'il faut en parler et qu'il faut réfléchir aux différents types de manquements à l'intégrité scientifique, c'est au moins, je dirais, dénouer en quelque sorte le nœud qu'ils peuvent avoir, à savoir comment se sortir quelquefois d'une situation particulièrement délicate.